Après avoir dirigé l'ONG Scout et Guide de France et être passé en cabinet ministériel, il rejoint Schneider Electric en 1998 pour créer et développer la fondation d'entreprise. 3 ans plus tard, il prend la responsabilité de la direction du développement durable, au sein de laquelle il impulse la création des principes de responsabilité et fait adhérer le groupe au Pacte mondial des Nations Unies. Il crée également l'outil de mesure de la performance développement durable de Schneider Electric, le baromètre Planète et Société, et lance un programme d'accès à l'énergie. Depuis 2021, il est vice-président citoyenneté et affaires institutionnelles chez Schneider Electric. Au-delà de ses responsabilités au sein de l'entreprise, il a également été membre du Haut Conseil à la vie associative et du Conseil national de développement durable. Il est actuellement vice-président de la commission environnement du Conseil économique, social et environnemental et coordinateur du collectif d'entreprises pour une économie plus inclusive. Schneider Electric, vous connaissez forcément, c'est le spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et des automatismes. Le groupe est présent dans plus de 100 pays et compte plus de 140 000 collaborateurs. Le groupe propose une offre intégrée de technologies et de solutions favorisant la transition vers une énergie plus électrique, digitalisée, décarbonée et décentralisée. J'ai le plaisir de recevoir pour ce podcast Demain vous appartient un dirigeant vraiment engagé, Gilles Bermaudet-Roche. Bonjour. Bonjour Claire. Alors Gilles, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui a guidé ton parcours ? Comment es-tu devenu un dirigeant engagé finalement ? Comment est-ce qu'on fait de l'engagement son métier ? Alors, j'ai fait des études et moi je suis ingénieur. Ingénieur en électricité, électronique et en informatique. C'était les toutes premières années où ce diplôme existait. Et donc, c'est une manière de montrer, d'une part, une compatibilité avec Schneider Electric, et d'autre part, l'envie de chercher et de trouver des solutions pour être un peu du côté de l'agenda des solutions. Le deuxième point, vous l'avez mentionné, j'ai baigné dans le scoutisme qui m'a beaucoup apporté, qui est une autre école de management, une autre école de vie. Et au fond, il y a peut-être 2 points que je garde de ce scoutisme, c'est le sens, les valeurs, d'une certaine manière, leur travail avec les autres, la relation avec les autres en équipe, et puis aussi la recherche de l'impact. Et au fond, quand je cumule cette formation que j'ai reçue, cette mobilisation que j'ai eue avec d'autres dans le cadre du scoutisme, et puis un intérêt assez fort sur l'idée de prospective. L'idée de prospective, c'est pas tant de savoir où on est et comment on peut progresser que où on va aller et comment trouver le chemin pour arriver à cet endroit-là. Quand je cumule ces 3 sujets-là, j'ai toujours eu à cœur de porter des sujets de valeur et de sens, et d'essayer d'embarquer mes équipes, mon entreprise sur ce sujet. Et donc quand j'ai rejoint Schneider Electric, dont le capitaine était Henri Lachmann quand je suis arrivé, et qui est maintenant Jean-Pascal Tricoire, avec une évolution dans les années qui viennent, j'ai toujours eu à cœur de regarder comment l'entreprise devait se conformer et être un acteur de progrès et d'accélération de celui-ci. Et puis au fond, avec ces capitaines-là, on a assez vite considéré que c'était le bon outil pour faire cohésion dans l'entreprise et au fond d'être toujours au rendez-vous du futur, c'est-à-dire la capacité de mettre sur le marché des produits qui vont être nécessaires à toutes les transitions qu'on a à vivre, et puis aussi d'organiser une entreprise qui a beaucoup changé dans les 25 ans où j'étais. Schneider Electric, quand j'y suis rentré, est une entreprise profondément française, plus de la moitié de son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est moins de 10%, moins de 10% des équipes. C'était aussi les 2/3 des équipes de Schneider Electric. Et on a vécu toute cette croissance de l'entreprise dans le monde pour apporter des solutions de décarbonation, avec l'idée qu'on peut lier en même temps comment stratégiquement l'entreprise doit changer pour apporter ses solutions et comment elle doit faire pour créer une cohésion avec tous ses salariés venus du monde entier et d'entreprises un peu différentes. Et la RSE est un superbe outil de cohésion. Oui, on va y revenir. Toi qui es directeur de la RSE depuis de nombreuses années et donc qui a du recul sur l'engagement des entreprises, est-ce que tu partages la conviction qui est la mienne que depuis quelques années, 2-3 ans, sans doute depuis le Covid qui a accéléré les choses, on assiste vraiment à l'avènement de l'entreprise citoyenne, de l'entreprise qui a un rôle à jouer en matière d'intérêt général? En tous les cas, on voit un certain nombre d'évolutions. Tu l'as mentionné, je suis maintenant le directeur de la citoyenneté de Schneider Electric, après avoir été, dans les débuts des années 2000, directeur du développement durable. J'ai un souvenir quand, dans les années 2000, je disais je suis directeur du développement durable, les gens me regardaient, écarquillaient les yeux en disant mais c'est pas un sujet d'entreprise. Et puis qu'est-ce que ça veut dire développement durable?
qu'est-ce que ça va changer à l'entreprise. Et il y avait beaucoup, soit de gens dubitatifs, soit des gens qui ne connaissaient pas le sujet. Et puis aujourd'hui, je crois que le développement durable, il est connu qu'on soit un citoyen, une ville, un État, une entreprise. Voilà un sujet sur lequel il faut progresser parce qu'il est clé dans les transitions du 21e siècle. En m'appelant maintenant directeur de la citoyenneté, on a voulu chez Schneider Electric montrer que le développement durable n'est pas qu'une question de climat. Parce qu'en 20 ans, le développement durable, au début, a été un outil pour réconcilier, faire vivre ensemble les enjeux humains, sociaux, environnementaux et de performance. Et puis, progressivement, parce que le climat est l'affaire du siècle, aujourd'hui, quand on interroge n'importe quel acteur sur ce qu'il fait en développement durable, il va répondre par son action climat. Et c'est bien important, puisque on voit là tout l'enjeu du sujet. Derrière le mot citoyenneté, on est aussi obligé de se rappeler que le progrès, que l'impact se vit sur deux jambes, celle qui est liée à la planète et celle qui est liée à l'humain. Et le mot citoyenneté appelle cet engagement humain. Et il appelle aussi une deuxième réalité, c'est que l'entreprise ne vit pas ses engagements, sa réflexion et son futur sans les hommes et les femmes qui la constituent. Bien souvent, quand on parle de ressources humaines, on dit que le premier capital d'une entreprise, c'est ses hommes et ses femmes. Et justement, on a vu se développer dans les 10 dernières années l'engagement des salariés. Alors d'abord, l'engagement de salariés qui, quand on arrive à une plus grande raréfaction des gens qui recherchent un emploi, vont pouvoir choisir l'entreprise dans laquelle ils veulent rentrer. Et puis deuxièmement, on est dans une situation qui est très différente de celle du siècle dernier, qui était très linéaire. On apprenait, on travaillait, puis on en profiterait à la retraite, disaient mes grands-parents. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans une situation où chacun a envie d'apprendre, de travailler, mais aussi d'avoir des pauses et d'en profiter, de s'être engagé dans la société, etc. En tous les cas, beaucoup de gens ont envie de ça, dans une manière un peu circulaire, avec des temps de pause, des temps, etc. Et donc cet engagement des hommes et des femmes est aussi signifié dans la volonté de citoyenneté des entreprises. Dernier engagement de citoyenneté des entreprises, quand on est chez Schneider Electric, présent dans plus de 100 pays dans le monde, avec plus de 50 000 fournisseurs, j'ai envie de dire on a une responsabilité pour transmettre des référentiels, des manières de gérer, des manières de manager, des manières de respecter les hommes et les femmes avec lesquels on travaille dans notre chaîne de valeur. Et c'est en ce sens-là qu'on a voulu utiliser ce mot de citoyenneté, qui est encore inhabituel pour le monde de l'entreprise, mais qui, me semble-t-il, marque bien que la responsabilité d'une part et l'impact d'autre part ne peut se vivre qu'en tenant compte de la réalité de l'environnement, du climat, de la biodiversité, mais aussi de la réalité humaine. Alors, les transitions ne sont jamais qu'humaines, même si on prend en compte les enjeux environnementaux. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de directeurs ou de directrices de l'engagement, et plus de la RSE. Ou de l'impact. Ou de l'impact, absolument. On voit qu'on est en transition. Schneider Electric a adopté une raison d'être. Est-ce que tu peux nous dire quelle est cette raison d'être et qu'est-ce que ça change finalement pour l'entreprise concrètement ? Oui, alors chaque entreprise a un objet, donc tout ça n'était pas complètement nouveau. Et puis la Purpose Company, dans une entreprise comme Schneider Electric qui fait un quart de son activité et de son chiffre d'affaires en Amérique, l'autre quart en Asie et puis le reste un peu partout dans le monde. C'était important parce que c'est un outil qui unifie l'entreprise. C'est pas parce que c'est une situation assez évidente de dire ce pourquoi on est ensemble et quel est l'objet de l'entreprise qu'on n'a pas pris un temps important, interculturel, j'ai envie de dire, aussi bien intergénérationnel, entre des gens de culture et de métiers différents, pour réfléchir à cette raison d'être. Et la raison d'être de Schneider Electric, c'est permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources afin de concilier progrès et développement durable pour tous. C'est-à-dire, c'est la prise en compte qu'un certain nombre, et nous sommes dedans, ont accès à des ressources, de l'énergie, mais au fond, l'usage de ceux-ci doit être le plus efficient, sobre possible, parce qu'au fond, ils appartiennent à tous. Et que si on veut construire du progrès, ça ne peut pas être du progrès pour soi-même, etc. L'enjeu de Schneider Electric, c'est au fond de permettre à chacun d'utiliser l'énergie dont il a besoin, en réduisant le plus possible le volume, et en étant le plus décarboné possible pour permettre à la fois du progrès, donner de l'emploi, permettre de vivre dans le confort, dans la sécurité, et puis
tenir tous les enjeux de ce siècle et en particulier réduire les émissions de carbone pour arriver ou rester en dessous de 2 degrés d'augmentation et si possible viser le 1,5 pour être sûr d'y arriver. Tu le disais, vous êtes présent dans 100 pays. Comment est-ce qu'on fait pour traduire cette raison d'être partout à travers le monde ? Alors, la méthode Schneider Electric, et au fond, elle est très cohérente avec cette entreprise. Et il faut regarder les politiques RSE, développement durable, impact, responsabilité, citoyenneté de chacune des entreprises pour comprendre que celles qui sont dans le peloton de tête ont inventé elles-mêmes leurs outils en cohérence avec leur métier, leur ADN, leur capitaine, les équipes et comment on vit ça dans l'entreprise. Ça n'existe pas une politique d'RSE qui serait plaquée dans toutes les entreprises et dont on dirait à coup sûr on arrive au succès. La démarche de Schneider Electric, elle est assez simple et au fond c'est la même depuis 20 ans. Tous les 5 ans, pendant 6 mois, l'entreprise fait comme des états généraux pour d'un côté réfléchir où on est sur tous les enjeux de responsabilité sociale, environnementale, de gouvernance, d'éthique. Quelles sont les grandes tendances du moment ? Quels sont les sujets émergents ? Comment on sent le monde, la société, ses enjeux, ses défis ? Les objectifs du développement durable jouent sur ce sujet-là un jeu tout à fait capital. Deuxième point. Puis troisièmement, se projeter à où est-ce que l'on voudrait être dans 5 ans ? Une fois qu'on a répondu à ces 3 questions avec différents groupes de travail, en intégrant tous les acteurs de Schneider Electric, on construit un baromètre planète et société, c'était le premier nom, aujourd'hui ça s'appelle Schneider Sustainability Impact, qui est un outil qui, pour 2020-2025, a 11 indicateurs qui suivent 6 grandes lignes directrices des engagements de Schneider. Comment s'engager pour réduire le changement climatique, comment être efficient sur toutes les ressources, comment bâtir une relation de confiance avec toutes nos parties prenantes, comment avoir une vision intergénérationnelle de l'entreprise pour permettre à chacun de se développer suivant la génération dans laquelle il est et d'apporter un concours différent suivant son parcours dans l'entreprise. Comment être inclusif, y compris en ayant une attention aux plus fragiles. Ça, c'est les 5 grands engagements vision moyen terme. Et puis une réalité complémentaire qui est locale. Comment faire en sorte que dans chacun de ces 100 pays, où la vision du développement durable, de la RSE, où la réalité de l'entreprise est différente, on peut s'inventer des objectifs complémentaires locaux. Si je reviens aux 5 grands premiers, le climat, les ressources, la confiance, l'insertion et l'intergénération, on invente pour chacun de ceux-ci 2 indicateurs que l'on va suivre tous les trimestres, partout dans le monde, et publier quels que soient leurs résultats. C'est-à-dire que Schneider Electric a pris l'engagement en 2020 que 80% de son business soit vert, en proximité avec la taxonomie européenne en 2025, qu'on ait permis à nos clients de réduire de 800 millions de tonnes leurs émissions carbone dans leur propre scope 1 scope 2 avec nos solutions, qu'en même temps on ait permis de décarboner notre chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire que nos 1000 premiers fournisseurs aient réduit de moitié leurs émissions carbone, qu'en même temps on surveille et on les accompagne pour donner un travail décent à l'ensemble de leurs collaborateurs. Ces 2 sujets-là sont clés. Et donc, vous pouvez suivre, si vous êtes salarié chez Schneider Electric ou partie prenante, l'ensemble de l'évolution de ces indicateurs pendant 20 trimestres. On s'est donné en 2020 l'objectif 2025. On communique à la fin de chaque trimestre tous les résultats de Schneider Electric, économiques et extra-financiers, ceux-là. Et ça nous donne le moyen, qu'en mesurant ces objectifs-là, qui ne sont pas les seuls objectifs de Schneider Electric, mais qui sont des objectifs centraux qui permettent à chaque collaborateur de Schneider Electric d'être capable de dire non mais concrètement qu'est-ce que fait ton entreprise et pas seulement un certain nombre de visions, concrètement comment on change les choses, premier point. Et deuxième point, de dire au marché, pour les investisseurs que ça intéresse, mais aussi à nos partenaires économiques,
pourquoi pas à des jeunes qui souhaiteraient nous rejoindre. Voilà quelle est l'ambition de Schneider Electric avec ces 11 indicateurs. Vous voyez qu'on se donne parfois des objectifs très compliqués qu'on a d'ailleurs du mal à rejoindre, mais c'est important. Si on vendait que des indicateurs dans lesquels en 2 minutes on arriverait à l'objectif en disant regardez, c'est nous les plus beaux, on ne pourrait pas dire que ce sont des vrais indicateurs de progrès ou de succès. Quand par exemple Schneider Electric prend l'engagement de former avant 2025 1 million de jeunes de la base de la pyramide au métier d'électricité, qui sont des jeunes qui bien souvent ne sont jamais allés à l'école, qui sont des jeunes qui seraient en économie parallèle s'ils n'avaient pas une formation qui leur permettrait eux-mêmes de rentrer dans l'économie réelle, en même temps de construire une famille, en même temps de contribuer à la prospérité de leur communauté parce que les métiers de l'électricité contribuent à ça. C'est un objectif hyper engagé. On va probablement avoir du mal à arriver à 1 million. Les 2 années Covid ont joué un rôle complexe dans cet indicateur-là. Mais en même temps, aucune autre entreprise ne s'est donné une ambition si folle et démesurée pour la formation de jeunes partout dans le monde. Donc au fond, c'est important de se donner une ambition la plus grande possible. C'est important de faire des choix dans l'ambition. Et l'enjeu n'est pas d'avoir 40 000 indicateurs pour simplement une fois par an regarder où ils sont. C'est avoir des choix dans l'ambition et savoir qu'on ne progresse que sur ce que l'on mesure. Et on peut tout mesurer pour peu qu'on se donne les outils pour le faire. Et ces états généraux, du coup, c'est un événement purement interne? Ou est-ce que vous associez vos parties prenantes Alors Schneider Electric a un comité de parties prenantes qui est aujourd'hui présidé par l'ancien patron de l'UNHCR, c'est dire tout l'important du social dans notre démarche, mais aussi de l'environnement, parce que dans tous ces camps de réfugiés où il y a aujourd'hui 60 millions d'habitants de la planète qui vit cette période complexe et qui est amené à être accompagné par l'UNHCR. Voilà, mais en même temps, il y a Bertrand Piccard, il y a une responsable de l'Union africaine, il y a des enseignants du monde entier, d'Asie, d'Afrique. Donc on a cette partie, Mais en même temps, quand on regarde une entreprise comme Schneider Electric, avec ses 140 000 employés, plus de 30% ont été embauchés dans les 5 dernières années. 5 années dans lesquelles Schneider est connu pour être une entreprise engagée, et beaucoup nous ont rejoints au titre de leur propre engagement. Et j'ai envie de dire, une bonne politique développement durable, c'est déjà une politique qui interroge les hommes et les femmes de l'entreprise, ceux qui connaissent le mieux l'entreprise, qui soient engagés en R&D, en commerce, dans les fonctions support, dans la finance, dans les ressources humaines. Et il faut surtout ne pas réduire ou omettre de travailler avec l'ensemble des collaborateurs de Schneider Electric, et particulièrement les plus jeunes, parce qu'ils ont pour l'évolution de leur entreprise beaucoup d'idées, et ces idées sont clés pour construire le progrès dans lequel on veut avancer. Et après, il est important d'être en relation avec des parties prenantes externes pour pouvoir à la fois les tester, à la fois les enrichir et à la fois les faire connaître. Et de plus en plus d'entreprises mettent en place un Shadow Comex, tu sais, Alors on a aussi un Shadow Comex. Ah, vous en avez un, d'accord. Oui, parce que ça c'est intéressant justement pour permettre à la nouvelle génération de donner son avis. Encore que la meilleure manière d'intégrer la nouvelle génération dans l'entreprise, c'est pas d'inventer un shadow conseil, c'est de faire en sorte que dans chaque arbre de hiérarchie de l'entreprise, on donne aussi un certain nombre de clés de management, de décision, à des personnes de toutes les générations. C'est ça la politique toute génération. Ouais. On sait aujourd'hui de manière assez pertinente que l'innovation naît souvent dans la tête d'un moins de 35 ans. On a beaucoup d'exemples dans les 2 siècles de cette ère industrielle. Et donc dans nos entreprises, l'idée c'est pas dire on va écouter les jeunes, c'est comme si on avait dit hier on va faire ça n'est plus la perspective aujourd'hui, mais on va faire un comité avec des femmes pour écouter ce qu'elles disent et décider. On voyait bien que ça n'avait pas de sens. Et bien probablement que les Shadow Comex et autres organisations font partie de ce plan de progrès qui doit conduire à ce que demain des jeunes aussi participent au lieu de pouvoir. Alors, pour rester sur le sujet environnemental, Schneider Electric est souvent récompensé par les indices de durabilité et par les classements les plus influents. Par exemple, en 2022, le groupe a été classé numéro 1 du baromètre 360 Impact qui mesure la cohérence de la politique RSE de 50 grandes entreprises mondiales. Sur quoi reposent ces bonnes performances ? Est-ce que tu peux partager avec nous 1 ou 2 bonnes pratiques concrètes du groupe ?
Oui, alors je peux partager 3 sujets qui sont clés dans la politique d'impact de Schneider Electric. Le premier sujet, c'est que dans notre politique, on a toujours attention à porter ensemble les enjeux sociaux, environnementaux, de gouvernance et sociétaux. On a toujours intérêt d'avoir des outils et une communication qui associe l'ensemble de ces sujets. Tu l'as dit en introduction, le métier de Schneider Electric aujourd'hui, c'est d'être un acteur qui permet à tous ses clients de passer à une énergie qui est plutôt de l'électricité, si possible une électricité verte ou renouvelable, et d'accroître son efficacité énergétique. Et on est le partenaire de beaucoup d'entreprises qui décarbonent leur activité d'une part, mais aussi des bâtiments et des maisons pour que demain elles soient beaucoup plus efficientes. On pourrait dire que c'est suffisant. Mais au fond, quand on regarde les communications de Schneider Electric et quand on regarde tous les instituts de notation, les enjeux sociaux, de gouvernance et sociétaux représentent bien souvent de 50 à 60-70%, j'ai envie de dire, de la note, puisqu'il est question de notation. Et donc Schneider Electric n'a jamais lésiné sur cette dimension sociale de l'engagement. À la fois parce que, étant une entreprise d'innovation et de technologie, on sait qu'au fond, les transitions ne sont jamais qu'humaines, que c'est pas en mettant sur la table des produits nouveaux, par exemple le pilotage intelligent de la maison, que demain on aura fait le chemin. Pour faire le chemin, il faut sensibiliser les hommes et les femmes, il faut former des installateurs, il faut expliquer aux consommateurs quel intérêt il a pour son confort, pour son efficience, pour la réduction de sa facture, d'utiliser ces solutions. Donc on voit bien que l'humain est clé sur le sujet. Et donc une des tradition de Schneider Electric, c'est de porter ensemble tous ces sujets et d'avoir toujours qu'une seule communication par l'outil dont j'ai parlé tout à l'heure, le Schneider Sustainability Impact, sur tous ces sujets. Le deuxième point, c'est de faire en sorte que dans cet outil, il soit autant de questions d'évolution stratégique que de politique de RSE. C'est-à-dire qu'on réponde autant à la question qu'est-ce que l'entreprise fait pour que dans son écosystème, les gens progressent dans la prise en compte des enjeux de développement durable et par exemple pour les 17 objectifs du développement durable, et en même temps, comment l'entreprise s'organise pour elle-même être meilleure sur les enjeux sociaux, environnementaux, de gouvernance. On est en ce moment en train de travailler avec d'autres entreprises dans une campagne qui s'appelle Working with Cancer, c'est-à-dire comment, pour les collaborateurs, c'est la suite de notre politique santé, notre politique aidant, notre politique qui accompagne dans le monde entier des salariés pour avoir une dimension, je pense à mes collègues femmes quand elles sont enceintes, je pense à ceux qui ont des enfants ou des parents malades. Schneider Electric a pris un certain nombre de dispositions mondiales. On sait bien que dans plein de pays, il n'y a pas de règles sur le sujet, pour que l'ensemble des collaborateurs puissent être accompagnés dans ces moments-là. Et donc, il y a cette volonté double. D'avoir un outil qui porte la stratégie de l'entreprise et qui montre comment on l'ajuste pour être un acteur de progrès dans les enjeux de développement durable et les stratégies de RSE. Et deuxièmement, de toujours mêler ensemble les enjeux sociaux, environnementaux, de gouvernance et sociétaux. C'est le meilleur moyen pour donner à chacun de ces enjeux plus de poids et de montrer la cohérence en les portant tous ensemble. Alors tu parlais tout à l'heure de l'importance de mettre en place des indicateurs. J'ai évoqué dans mon introduction le baromètre Planète et Société. Est-ce que tu peux nous expliquer comment il fonctionne et quels sont les indicateurs utilisés ? Alors l'indicateur Planète et Société, c'est celui dont je viens de parler, qu'on réfléchit tous les 5 ans et dans lequel on communique tous les trimestres une information. Je vous ai donné tout à l'heure quelques indicateurs qui sont plus liés à l'environnement, sur les émissions de carbone, sur le business de Schneider. Il y a dans ce baromètre aussi des indicateurs sociaux et sociétaux. J'en ai donné un sur le sociétal qui est d'accompagner 1 million de jeunes de la base de la pyramide à avoir un métier dans les métiers de l'électricité avant 2025. Mais il y a aussi donc ces enjeux sociaux. Par exemple, on a un indicateur qu'on appelle 30-40-50. C'est s'assurer en 2025 que la moitié des personnes qu'on recrute sont des femmes, que 40% des 15 000 premières positions de Schneider dans le monde sont tenues par des femmes et que 30% des 1500 premières positions mondiales de Schneider Electric sont tenues par les femmes. C'est très challengeant au regard de la situation qui était en 2020.
C'est très challengeant au regard dans notre industrie, une entreprise technologique, la capacité de recrutement dans un monde où il y a plus de jeunes qui sont formés et qui sont du sexe masculin que féminin dans ces métiers-là. Mais ça nous paraît une évidence. On vend des produits pour 100% de la population mondiale, que notre entreprise elle-même s'enrichisse de gens qui ont des regards différents. Évidemment, là, on parle du regard lié au genre, mais on regarde aussi du regard lié aux cultures et aux origines. Par exemple, la très très grande majorité des équipes et des patrons pays de Schneider Electric sont des locaux pour coller à la réalité locale et pour être en capacité de répondre aux enjeux tels qu'ils sont définis localement. Et puis on a un certain nombre d'autres indicateurs que vous retrouverez très facilement en tapant Schneider Sustainability Impact et vous verrez les résultats du dernier trimestre. C'est noté. Pour rester sur ce sujet des femmes dont tu parlais, on sait qu'elles sont souvent sous-représentées au sein des filières et des métiers techniques et de l'énergie. Donc là, tu nous as donné les objectifs, les ambitions. Quelle est la situation actuelle chez Schneider Electric en termes de chiffres? Est-ce que, on arrivera chez Schneider Electric à l'objectif que je viens de dire, un effort pour recruter dans tous nos nouveaux recrutements, et on recrute plusieurs milliers de personnes par an, autant d'hommes et de femmes. C'est une manière progressivement d'apporter cette réalité. On a évidemment un COMEX et un board qui est proche de l'équilibre 50-50. Et puis donc ces grands efforts sur le management intermédiaire et sur les leaders de l'entreprise pour arriver à 30% pour les derniers et à 40% pour les 15 000 premières positions. Voilà, c'est un effort de tous les jours qui ne se fait pas comme ça, simplement en disant il faut le faire. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a des plans de succession, on réfléchit à comment des femmes peuvent être dedans. Ça veut dire qu'on a du coaching interne et du mentorat. Oui, j'allais te demander s'il y avait des programmes effectivement qui existaient pour ces former. Programmes-là, ça veut dire aussi que dans notre présence auprès des écoles d'ingénieurs, des grandes universités dans le monde, etc., on est attentif à cette dimension-là et qu'on y travaille au quotidien parce que c'est un travail dans lequel il faut à la fois faire que chacun, suivant son mérite, son engagement, puisse avoir le job dont il a besoin et pour lequel il sera le mieux pour l'entreprise et pour lui-même, et en même temps avoir ces actions qui permettent aux femmes progressivement d'être plus nombreuses dans la hiérarchie de l'entreprise et aussi de contribuer de cette manière-là à la fois à plus de diversité et probablement à d'autres manières de prise de décision. Donc Schneider Electric est en anticipation de la loi RICS. On va passer un petit peu aux sujets sociétaux. Tu as dirigé la fondation quand tu es entré chez Schneider Electric. C'est quoi le grand combat social chez Schneider Electric? Je crois que c'est la jeunesse, tu nous as parlé de la jeunesse tout à l'heure. Le grand combat social chez Schneider Electric, c'est de faire en sorte que tous nos collègues du monde entier aient le sentiment d'être dans le même paquebot. On sait la différence des enjeux sociaux dans les différents pays. On voit d'ailleurs comment ce sujet est souvent plus complexe que l'environnement parce que lorsque l'on veut réduire de moitié les émissions carbone de ses principaux fournisseurs, qu'ils soient en Indonésie, au Brésil, aux États-Unis, en France ou ailleurs dans le monde, une tonne de carbone, c'est une tonne de carbone et les programmes sont à peu près les mêmes. On a 200 usines chez Schneider Electric. Quand on a nous-mêmes notre propre plan de progrès, il est complexe, il est difficile à mettre en œuvre. On est passé dans le précédent baromètre Planète et Société de 5 à 90% d'énergie renouvelable dans nos propres installations. Et en même temps, ça se mesure assez facilement parce que c'est à peu près le même sujet partout dans le monde. Quand tout à coup, il est question de s'assurer que les collaborateurs de nos fournisseurs ont un travail décent, on rentre dans un sujet plus complexe dans lequel les référentiels pays par pays sont différents. Les niveaux de salaire, les niveaux d'accompagnement sociaux, les niveaux de vacances, les niveaux de nombre d'heures travaillées sont différents. Ça n'empêche pas qu'il faut mettre son énergie à travailler sur ce sujet-là et à faire progresser la situation de chacun. Et donc le grand enjeu social de Schneider Electric aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est d'assurer que lorsque l'on vend un produit à un client, il est à la fois avec une excellence environnementale, c'est déjà le cas avec notre label Green Premium,
mais qu'il a aussi une assurance sociale, que jamais dans la chaîne de valeur de Schneider Electric, de la mine au client, un enfant à travailler, du travail forcé, des gens pour lesquels on ne respecterait pas leur bien-être au travail, on ne travaillerait pas à réduire les accidents du travail, etc. Donc ça, c'est le grand enjeu qui, à mon avis, répond à deux logiques. La première, c'est quand on a parlé de développement durable ou de RSE dans les 20 dernières années, il était beaucoup de questions de communication corporate, de comment à la fin de l'année, l'entreprise allait se présenter pour montrer qu'elle prenait en compte ces sujets et quel indicateur elle se donnait ou comment elle répondait aux différentes obligations légales en la matière. Il me semble qu'on rentre dans une nouvelle étape dans laquelle la véracité de ce que l'on fait doit être attachée aux produits que l'on vend. C'est-à-dire comment demain on embarque dans la communication, le marketing de chaque produit, le fait que pour ce produit, on a respecté durant toute la chaîne de valeur, donc qui inclut les fournisseurs et distributeurs, un certain nombre de règles, au-delà de la loi. C'est ça tout l'enjeu de la mobilisation des grandes entreprises sur les enjeux sociaux et environnementaux. Ça me paraît être le double point essentiel pour la décade qui vient, passer d'une communication corporate à une communication produit. Et deuxièmement, faire en sorte que dans celle-ci s'intègre autant l'enjeu social que l'enjeu environnemental. On sait pourquoi ça n'est pas fait, c'est parce que sur l'enjeu social, il y a finalement assez peu d'entreprises qui mobilisent leurs partenaires sur le sujet, donc c'est plus compliqué à mobiliser, premier point. Et deuxième point, que les référentiels étant tellement différents dans le monde entier, que c'est un travail beaucoup plus difficile pour à la fois construire du progrès, mais être proche de la réalité. Ceux qui disent je sais interroger tous mes fournisseurs, je surveille ça, sont dans un monde où probablement on peut communiquer comme ça, mais dans la réalité, c'est vraiment plus complexe. Oui, c'est plus complexe. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de la fondation, des programmes qui existent au sein de la fondation, des combats menés par la fondation ? Oui, alors la fondation a deux grands combats. Le principal, c'est comment on accompagne ce million de jeunes de la base de la pyramide à prendre sa place dans le développement de sa communauté et à y construire sa propre prospérité personnelle. Ça, c'est lié à beaucoup de partenariats de la Fondation, plus de 400 dans le monde, avec des réseaux locaux ou parfois mondiaux pour créer des salles de classe, former au métier de l'électricité, etc. En cohérence avec cet objectif-là, Schneider Electric a créé une ONG qui s'appelle Volunteering Schneider Electric. Elle est aussi accessible sur Internet, dans lequel beaucoup de collaborateurs cherchent des missions pour eux-mêmes être professeurs et enseigner soit à des professeurs, soit dans des écoles, partager leurs compétences, tout près de chez eux ou à l'autre bout du monde, dans des formations qui peuvent être une fois toutes les semaines, ou bien partir 15 jours, par exemple pour un qualiticien qui pourrait partir 15 jours dans une école en Afrique avec laquelle on est partenaire pour former les profs aux enjeux de la qualité aujourd'hui, etc. Donc le plus grand enjeu, c'est comment l'entreprise accompagne la jeune génération, et singulièrement dans celle-ci ceux qui sont plus fragiles et loin de l'acquisition de compétences, pour avoir les compétences nécessaires à construire leur propre chemin, et ce chemin, de faire en sorte qu'ils contribuent à la prospérité de la communauté dans laquelle ils sont, et faire en sorte que les salariés Schneider Electric, quand ils le souhaitent, apportent le plus de leurs compétences. Une fondation, c'est pas seulement les chèques qu'ils donnent, mais la main qui y travaille. Et donc, on a à cœur ça. La deuxième mission de la fondation Schneider Electric, c'est de bien faire en sorte que des lieux emblématiques de la planète puissent bénéficier des meilleures solutions pour leur gestion. À la fois, c'est une manière de montrer que ces solutions existent et permettent de voir autrement, par exemple, la question de l'efficacité énergétique, de la neutralité carbone, mais aussi de montrer l'engagement de Schneider Electric pour des lieux qui tiennent à cœur à chacun. On a ici fait le premier smart grid d'une station en Antarctique qui s'appelle Princesse Elisabeth, qui appartient à la Belgique, qui est la première station net zéro émission en Antarctique. On est partenaire aujourd'hui en France, par exemple, de la réfection de la distribution électrique de la Comédie Française. Et puis, bien sûr, on apportera nos solutions pour la cathédrale de Paris, faire en sorte qu'il y ait les meilleures solutions de gestion électrique pour plus de sécurité, plus de confort, plus de pilotage, et que ce bâtiment, bien différent d'autres, dans sa résilience et dans sa complexité, puisse être
piloter avec les meilleures solutions sur les enjeux électriques. Et tu parlais de l'engagement des salariés qui est effectivement quelque chose de clé pour embarquer tout le monde dans la politique RSE de l'entreprise. Qu'est-ce que vous avez comme dispositif chez Schneider Electric pour permettre aux salariés de s'engager ? Est-ce que vous avez du mécénat de compétences, du tutorat, du bénévolat ? Et est-ce que vous avez un accord collectif qui permet aux salariés de s'engager sur leur temps de travail ? Alors on a évidemment une perspective mondiale, ça n'existe pas chez Schneider Electric, un projet qu'on développerait simplement dans un pays. Et évidemment derrière cette perspective mondiale, des réalités pays par pays. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui 80% des salariés de Schneider Electric sont entre les États-Unis, la France, l'Inde et la Chine. Et que différemment, dans chacun de ces pays, il existe un accord avec les partenaires sociaux en France, pour que chaque salarié puisse, sur son temps de travail, trouver 2 à 3 jours pour pouvoir contribuer à une association qui lui tient à cœur. 2 à 3 jours par an. Par an, voilà. Qui lui tient à cœur. Première grande démarche, celle-là. Deuxième démarche, celle par l'association Volontaring qui est liée à la Fondation Schneider Electric, qui est donc des salariés qui prennent sur leur temps de vacances en France, mais différemment dans d'autres pays où il y aurait beaucoup moins de vacances, 1 semaine, 15 jours, pour aller contribuer à une démarche, soit d'enseignement, soit d'accompagnement de jeunes qui créent leur entreprise, etc. Et cette mission est prise en compte et financée par l'ONG Volontaring. Deuxième logique. Troisième logique, on a pas mal de mécénat de compétences en France. Alors ça participe de la loi française et de son application. Je pense qu'aujourd'hui, Schneider Electric a mis à disposition, par exemple, de l'éducation nationale, environ 20 de ses ingénieurs pour, département par département, académie par académie, trouver des hommes et des femmes qui sont en capacité, surtout dans les enjeux d'enseignement technique, de relier, de tisser une relation entre les entreprises localement et les lieux d'enseignement technique pour que les jeunes puissent profiter de cette relation, mais aussi que, par exemple, dans des logiques d'investissement, entre une école et une PME qui est pas loin, puissent se faire des démarches pour que, sur des investissements d'innovation, par exemple, les choses se fassent ensemble. Et par ailleurs, on a une trentaine de nos collègues qui sont en passe ONG, c'est-à-dire en mécénat de compétences, les 2 tiers du temps en fin de carrière, mais parfois en milieu de carrière, pour contribuer à l'activité d'une ONG avec lesquelles on est partenaire. Je prends un exemple, la dernière personne qui est partie en mécénat de compétences, elle est partie à Grenoble et va pendant un peu plus d'1 an travailler dans la structure Territoire Zéro Chômeur. Donc un engagement des salariés qui est très fort, on le voit. L'engagement du dirigeant, c'est tout aussi important. Jean-Pascal Tricoire incarne l'engagement de l'entreprise depuis 20 ans. Est-ce que c'est vraiment lui qui le porte ? C'est une volonté qui vient de tout en haut ? Oui, je crois que la vision du capitaine sur là où doit aller l'entreprise et comment il va actionner son gouvernail est clé. La mobilisation des hommes et des femmes, la capacité des gens dans l'entreprise à donner corps, à trouver des outils pour mener ça est importante. Mais si le capitaine n'est pas intéressé au sujet, on n'ira jamais aussi loin et on ne sera jamais autant ambitieux. C'est sous la responsabilité de Jean-Pascal Tricoire que Schneider Electric a créé par exemple 3 fonds à impact, qui sont des fonds dans lesquels on accompagne un certain nombre d'acteurs dans la croissance de leur activité. Alors il y a un fonds, un impact à Singapour, un autre en Afrique qui permettent d'accompagner toutes les entreprises qui amènent des solutions nouvelles sur les enjeux d'accès à l'électricité, d'énergie productive pour l'agriculture, de partage du numérique dans ces territoires où c'est parfois complexe pour un certain nombre de populations. Tout ça avait été précédé par un fonds qu'on a créé en France, le premier fonds réputé solidaire créé par une entreprise française, dans lequel plus des 2 tiers des salariés français apportent une contribution financière. Alors, il y a parfois, pour un collaborateur, la capacité de participer à des campagnes dans lesquelles on cherche des dons pour accompagner quand il s'est passé un problème dans le monde entier. C'est vrai en Ukraine, c'était vrai après le tsunami ou d'autres catastrophes. Donc ça, c'est un don financier. Il y a le don en temps, on vient d'en parler, mais on peut aussi investir dans ces outils. Et en Europe, ce fonds est très engagé pour lutter contre la précarité énergétique. 10% des Européens, 60 millions sont réputés en précarité énergétique. Il existe des solutions, il existe des structures qui aujourd'hui, singulièrement dans le SS en France ou ailleurs, participent à cette démarche. Donc ce fonds d'investissement à valeur pour être leur partenaire et leur permettre de
d'accroître assez rapidement leur activité et de réduire les difficultés des gens en précarité énergétique. Vous voyez, la question, elle est celle du capitaine qui donne la vision et qui permet d'innover. Il y a une valeur de Schneider, se dit en anglais dare to disrupt, c'est-à-dire oser faire des choses différentes. Eh bien, on a cette fondation, on a ces fonds d'investissement. Schneider Electric a créé une ONG aussi pour, avec ses partenaires économiques, permettre d'accompagner les jeunes qui n'ont pas de réseau en France, qui s'appelle Sans Chance, Sans Emploi, que j'ai la chance de présider, et qui est le réseau de jeunes qui ont des diplômes mais qui sont discriminés ou qui ont arrêté l'école d'une manière pas tout à fait correcte et qui tout à coup se disent que par apprentissage ou d'autres manières, ils pourraient remettre le pied à l'étrier. C'est aussi une innovation de Schneider Electric. Et puis on a aussi créé, pour prendre un autre exemple, une structure qui accompagne les salariés qui le souhaitent à créer leur propre entreprise, à peu près 50 par an en France, et qui, avec 3 collaborateurs qui viennent eux-mêmes de métiers différents, permettent de se poser toutes les bonnes questions pour que nos collègues qui créeraient cette entreprise aient le plus de chances d'aller au succès. Je crois que c'est une démarche assez intéressante. Faire en sorte qu'une partie de la rémunération soit liée à l'engagement, que ce soit sous forme d'une part variable pour le top management et d'une partie de l'intéressement pour l'ensemble des collaborateurs. C'est une idée qui te parle ? Oui, c'est une idée qui me parle, mais dans une optique bien précise. On parle depuis le début de l'outil que se donne Schneider Electric pour organiser son progrès sur les enjeux de responsabilité sociale, environnementale et d'impact, qui est le Schneider Sustainability Impact, dont l'ancien nom était Baromètre Qualité de Société. Cet outil permet en fin d'année de développer 100 millions de rémunérations, environ 20% de toute rémunération variable par 3 outils bien précis, 20% de la rémunération variable annuelle de tous les collaborateurs de Schneider Electric qui ont une rémunération variable, c'est-à-dire 60 000, est liée à la performance de cet outil. 20 à 30% des actions de performance que reçoivent 3000 leaders de Schneider Electric est liée à la performance à 3 ans de cet outil. Et puis 30% de l'intéressement participation des salariés français, quel que soit leur niveau, c'est ça l'intérêt pour ouvrir la rémunération liée à la sustainability à chacun, est liée à cet outil. Ça me paraît essentiel que cet outil, ce qu'il représente, soit dans cette rémunération. Pourquoi ? Parce que dans la rémunération variable, on a pris l'habitude de mettre les sujets importants pour l'entreprise. Si ce sujet n'y était pas, ça serait une manière de dire c'est pas important pour l'entreprise. On y trouve la profitabilité de l'entreprise, sa croissance et son engagement sur ces enjeux extra-financiers. C'est pas ça qui permet, me semble-t-il, de changer drastiquement la mobilisation et le niveau d'engagement des hommes et des femmes dans l'outil, mais c'est clé pour bien rappeler qu'il y a une unité dans l'entreprise et que lorsqu'on est dans ces logiques de rémunération variable, et singulièrement dans la part collective de celle-ci, on est tous embarqués dans la transformation de l'entreprise qui concourt à la transformation de la société. Dernière question, Gilles, avant de passer à notre deuxième séquence. Le collectif d'entreprises pour une économie plus inclusive que tu coordonnes, est-ce que tu peux nous dire en quoi il consiste ? Le collectif d'une quarantaine d'entreprises françaises et mondiales pour une économie plus inclusive se pose une question assez simple. C'est nos grandes entreprises. Ces entreprises représentent en moyenne 2 millions d'emplois en France. Quelle est leur responsabilité et leur pertinence, leur effet de levier sur des enjeux d'insertion de ceux qui sont plus en fragilité dans la société. Et donc ce collectif à la fois construit une relation avec les capitaines de ces 39-40 premières entreprises françaises, dans lesquelles on trouve beaucoup d'entreprises du CAC 40, et puis un travail qui est développé par 4 niveaux successifs. Quand on est dans une logique d'achat, en quoi on accroît les achats dits responsables, avec des structures qui font travailler les personnes en situation de handicap, des structures locales, des structures de l'ESS, etc. On fait un forum de toutes ces structures pour qu'elles connaissent plus de clients, pour qu'elles se connaissent entre elles et pour renforcer cette dynamique-là. Ça, c'est la dynamique d'achat, amont. À l'intérieur de l'entreprise, on est passé en 3 ans de 30 000 alternants
à plus de 70 000 alternants dans toutes ces entreprises ensemble. C'est dire comment, ensemble, on a pris l'engagement de montrer comment l'alternance est aussi une manière de mettre le pied à l'étrier d'un certain nombre de jeunes. Et on travaille dans le cadre de ces recrutements d'alternants pour y accroître la diversité, être plus présent dans les QPV, bâtir des partenariats pour pouvoir mieux sourcer et plus être à disposition des jeunes venus de ces quartiers. C'est capital que nos entreprises qui sont en capacité d'ingénierie fassent ça. Troisième dimension sur le mentorat, on mobilise le mentorat pour faire en sorte qu'il y ait au moins 1% des salariés de nos entreprises qui soient mentors. Et comme on parle d'entreprises qui ont plus de 2 millions de salariés tous ensemble, quand on dit 1% soient mentors tous les ans, ça veut quand même dire 20 000 mentors par an, ce qui est beaucoup. Et puis l'aval, qui est un sujet probablement plus complexe, qui est de se demander comment, dans ces entreprises dans lesquelles on trouve Renault, la Sodexo, Carrefour, des banques, des assureurs, des vendeurs d'eau, d'énergie, etc., comment on peut créer des business models nouveaux pour que des personnes plus fragilisées dans des situations économiques puissent à la fois avoir besoin des services essentiels, avoir accès à des services essentiels dont ils ont besoin et réduire moins leur reste à vivre parce que c'est capital pour le rebond de leur vie. Pour faire partie de ce collectif d'entreprises, comment ça se passe ? Il faut être sélectionné ou est-ce qu'on vient se présenter en disant Alors, je veux faire partie de ce collectif d'entreprises est né en 2019. C'est vrai qu'il est né d'un certain nombre d'entreprises qui avaient l'habitude de travailler ensemble, mais il grandit en accueillant de nouvelles entreprises. On vient d'accueillir le groupe de Richebourg, on vient d'accueillir Bouygues Immobilier, d'autres entreprises sont en train de réfléchir pour nous rejoindre. Je crois que la volonté, c'est de se dire que quand on est une grande entreprise française, qu'on a plusieurs milliers de collaborateurs, c'est important de partager avec d'autres sur ces questions d'inclusion. On revient à la dimension sociale de la responsabilité d'entreprise et d'impact. Et puis, l'occasion de mettre en valeur ce que l'on fait, de l'interroger au regard des bonnes pratiques des autres, et puis de bâtir ensemble un certain nombre d'engagements. On en a 10 pour que dans les 3 ans qui viennent, un peu en cohérence avec ce qu'on fait chez Schneider Electric, on puisse progresser et être un plus grand lieu sur l'insertion. On arrive à un moment très important sur ce sujet-là. Le chômage est en train de décroître. Il est indispensable d'accompagner ceux qui sont plus fragiles dans la société pour qu'ils bénéficient de cette période pour remettre le pied à l'étrier et participer à une entreprise, avoir un emploi et vivre autrement. On va passer à la séquence numéro 2, la séquence du tac au tac. Tu dois choisir entre 2 réponses et il est interdit de répondre les 2 naturellement. Et je précise qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Est-ce que tu es plutôt bain ou douche ? Douche. Côte de bœuf ou tofu ? Poulet. Plage ou piscine ? Montagne. Avion ou train ? Train. Arrondi en caisse ou pourboire ? Don. Micro-don ? Micro-don ou pas micro. Gourde ou bouteille d'eau ? Ah, le scout est profondément gourde. Réunion en présentiel ou en distanciel ? Les 2, ça dépend. Ah non, on n'a pas le droit de répondre. Non. Beaucoup préfèrent le présentiel finalement dans mes invités. Je note ça. Dans une entreprise mondiale comme Schneider Electric, oui. Le distanciel est capital pour partager le progrès au monde entier et en même temps avoir une vision humaine de la réalité et partager des réalités humaines avec ses collaborateurs et ses collègues est indispensable. Oui, c'est fondamental. Bon, alors on va accepter les 2 exceptionnellement. Voilà. Est-ce que tu es plutôt livre ou liseuse ? Livre. Et journaux papier ou tablette ? Tablette. Merci pour ces réponses du tac au tac. On passe à la séquence numéro 3 qui s'intitule « S'il n'y en avait qu'une, ce serait celle-là ». Quelle est la mesure concrète prise dans le cadre de la politique RSE de Schneider Electric qui a changé la donne pour ton groupe ? Si tu devais recommander une seule mesure à nos auditeurs, à nos auditrices, on a beaucoup d'entreprises qui nous écoutent et qui